BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. L'investissement dans le non-coté aussi monte en puissance. Comment s'y retrouver face au nombre croissant de fonds disponibles sur ce marché du non-coté? Quelles sont les clés à avoir en tête également? Stéphane Rudzinski vient de nous rejoindre. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Pour Redtorès Finance, on peut peut-être rappeler d'abord ce qu'est le private equity, l'investissement dans le non-coté. Donc le private equity, à la différence donc, du public equity, ça consiste à investir dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, justement, en prenant des participations qui peuvent être minoritaires ou majoritaires, en vue de les accompagner dans leur développement, dans leur croissance. L'objectif, généralement, on le fait par le biais de fonds d'investissement, plutôt que seul et en direct au sein des sociétés. Et l'objectif étant d'amener les sociétés vers une excellence opérationnelle, une excellence financière, pour les valoriser mieux dans l'avenir et céder ces participations à un horizon de 4 à 7 ans. Voilà le principe. L'intérêt pour les particuliers, pour ceux qui nous écoutent, c'est que ça rapporte gros. Alors attention, les rendements ne sont pas garantis. Enfin, les rendements constatés ces dernières années, les rendements annuels sont quand même sacrément attractifs. Les rendements moyens. Alors, les rendements moyens sur le private equity sont 2 fois supérieurs en moyenne au marché coté. Les meilleurs de la classe, les meilleurs gérants de private equity ont fait pratiquement 4 fois plus que les marchés cotés. Sur quelle période ? Sur 10 à 20 ans, on retrouve à peu près ces statistiques. Comment ça s'explique? C'est le fait du hasard? Ce sont des facteurs structurels qui peuvent expliquer cette surperformance du non-coté face au marché coté? Il y a beaucoup d'explications. La première, c'est que les fonds de private equity, déjà, ont des ressources très importantes en termes d'expertise. Les personnes qui travaillent dans les fonds de private equity, généralement, viennent du M&A, des fusions-acquisitions, du conseil en stratégie. Ce sont des personnes qui sont capables vraiment d'identifier les secteurs porteurs de demain et les sociétés qui vont surperformer au sein de ces secteurs. Les fonds de private equity vont rechercher finalement le champion du monde de demain ou au moins les sociétés qui sont capables de jouer la Ligue des champions. Donc le private equity attire les talents, ces talents qui permettent justement d'arriver à trouver et détecter les sociétés les plus prometteuses. Exactement. Premier argument, première explication. Premier levier des fonds de private equity. Le second, c'est qu'on est sur des horizons de temps qui sont beaucoup plus longs que celui des marchés cotés, de la bourse, où généralement on va finalement avoir des points trimestriels. Sur le private equity, on est vraiment parti sur un temps beaucoup plus long, de 4 à 7 ans. Donc on a le temps de restructurer les sociétés, de muscler les équipes de dirigeants, et ça change pas mal de choses, ce temps lent. Ok, d'autres facteurs qui peuvent expliquer, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent peut-être, bon, le private equity surperforme en moyenne, mais quand même, ça reste de l'investissement risqué, le rendement n'est pas garanti, j'ai peut-être pas la même transparence qu'en bourse, que les sociétés boursières qui ont une réglementation très forte, qui exige justement une communication peut-être un peu plus transparente. Face à tout ça, quels sont les autres arguments qui, à vos yeux, doivent contribuer à rassurer les investisseurs ? Alors, sur le private equity, on est sur un écosystème, finalement, qui est parfaitement aligné. Il y a un alignement d'intérêt très fort, finalement, entre les managers actionnaires et les autres actionnaires du fonds, et notamment le fonds de private equity. L'objectif, à terme, pour tout le monde, c'est de valoriser la société le plus possible. Donc ça, c'est quand même assez clé. Par ailleurs, on va avoir des mécanismes incitatifs, des mécanismes salariaux très incitatifs dans le domaine du private equity. Je vous donne un exemple très concret. Admettons que je sois un fonds d'investissement, je jette mon dévolu sur BFM, je vais voir avec la direction, on va se poser la question qui sont les cadres clés. Ces cadres clés, on va pouvoir leur donner bien sûr des actions gratuites et des actions vitaminées, qu'on appelle par exemple des ratchets, par lesquelles le fonds va redonner une partie de sa performance si son objectif est atteint. Pour être très clair, par exemple, un fonds d'investissement va dire aux personnes clés, voilà, si moi, fonds, j'arrive à faire 15% de rendement sur ma participation, je vais vous rendre, à vous, 20% au-delà de ma performance. Donc c'est très incitatif, ça permet vraiment d'embarquer toute l'équipe de direction, toute l'équipe qui bénéficie de ces actions. Et ça, c'est assez clé, c'est assez rare, on le voit surtout dans le domaine du private equity. Donc il y a une clé aussi, une clé de la performance dans la gouvernance du private equity. Exactement. Alors là, c'est vraiment sur l'alignement d'intérêts et la gouvernance, vous avez raison, elle est très forte. Les équipes de private equity sont très engagées, très impliquées dans la conduite des sociétés. Pour donner une image, les fonds de private equity sont dans le cockpit
à côté des dirigeants d'entreprise. Ce sont des gens qui apportent bien sûr du cash, des ressources financières, mais qui apportent aussi beaucoup d'expertise, qui vont constamment pousser les managers à se développer, à faire de la croissance externe, à se structurer. Et c'est relativement rare, hein, franchement, dans le monde du côté. Même lorsqu'on a un actionnaire important, c'est rare qu'il rentre autant dans la gouvernance des entreprises. Bon, et ce sont autant de points forts à vos yeux pour le private equity, dont vous êtes un défenseur, un ardent défenseur. On voit ce private equity commencer à tenter de se démocratiser. On va dans la rue, les gens connaissent les actions cotées, la bourse, le private equity, c'est pas encore ça. Vous pensez qu'on en sera où en 2030? On parle beaucoup de France 2030 en ce moment. Le private equity en 2030, vous voyez à quel niveau de démocratisation d'après vous en France? Alors la question, c'est plus de savoir aujourd'hui si le private equity c'est bien ou finalement c'est pas bien. Le private equity, quoi qu'il arrive, toutes les études démontrent que c'est une classe d'actifs qui est très performante. Et puis ça permet aussi de financer les entreprises, l'écosystème et donc aussi notre économie. Voilà. Bien sûr, bien sûr. La question, c'est de savoir combien effectivement on va en mettre dans les portefeuilles lorsqu'on est particulier. Pour vous donner quelques chiffres sur aux États-Unis, le private equity sur les personnes un peu fortunées va représenter jusqu'à 20% des allocations. Quand en Europe, on est à peine à 1%. Donc évidemment, il va y avoir un effet de rattrapage très important. On voit toutes les sociétés de gestion aujourd'hui lancer des offres pour démocratiser la classe d'actifs. Et c'est quelque chose qui est très intéressant parce que finalement, en matière de gestion patrimoniale, il y a un risque qui est très important et finalement qui est pas tellement prise en compte, c'est le risque de longévité. Donc il faut avoir une épargne importante dans le temps. Et pour avoir une épargne importante dans le temps, il faut être sur des placements très performants. Et le private equity le permet. Voilà, et puis parmi les autres points forts à vos yeux du private equity, le recours à l'endettement pour financer l'acquisition initiale et qui derrière crée des effets de levier importants. C'est clé. Le levier, alors souvenons-nous sur le private equity, on a à peu près 70% du marché qui sont des fonds de LBO, c'est-à-dire qui rachètent en fait des entreprises en utilisant du levier. Le LBO, le levier a deux vertus. La première, c'est que lorsque vous financez par LBO, vous avez un meilleur rendement puisque vous mettez peu de capitaux à vous au travail. C'est comme un achat immobilier en réalité. Moins vous mettez d'apport sur un investissement locatif, plus ça sera rentable. Et la deuxième chose, c'est que les boîtes qui ont accès à ce levier, c'est comme dans la vie, on prête souvent qu'aux riches. Eh bien, les boîtes qui peuvent s'endetter, ce sont les boîtes qui tournent très très bien. C'est souvent les meilleurs actifs. D'accord. Sauf que là, les taux remontent. Ça pourrait un peu remettre en cause cette mécanique. Oui, mais souvent, en fait, sur les taux, vous avez aujourd'hui beaucoup de taux fixes, beaucoup d'unitrancheurs qui vous prêtent en in fine, on va dire, avec des taux fixes. Donc, il n'y a pas beaucoup de risques à ce niveau-là. Stéphane, merci beaucoup d'être passé nous voir. Stéphane Rudzinski avec nous aujourd'hui, le président de Retores Finance. À très bientôt. Merci Guillaume, bon retour, meilleurs vœux. Il est encore temps de se souhaiter bonne année. Le CAC 40 est en repli limité, moins 0,4%. On sera également dans un instant à New York où l'on va rejoindre juste après la pause Grégory Volokin, New York, sur une note assez mitigée en cette fin de semaine. À tout de suite.